Donc Philippe Bilger, alors une présentation élogieuse. On va commencer déjà par dire, parce que je crois que vous y tenez beaucoup, que vous n'êtes pas avocat. Oui, je ne suis pas avocat, pour que nos amis le sachent d'emblée et qu'on ne m'appelle pas maître, hein, même si ce n'est pas une insulte, pas plus que votre honneur. Hein. Aujourd'hui, c'est Philippe Bilger, tout simplement. Oui, vous faites bien préciser que ce n'est pas une insulte. J'ai repéré au moins 2 avocats dans la salle. Ah bon, ben, tant mieux. En fait. Alors, ils vont poser des questions vicieuses alors, tout à l'heure. Alors ça, c'est une chose aussi à laquelle vous tenez, c'est qu'on vous pose les questions. Toutes les questions. Vous répondez à toutes les questions, absolument. Même les plus agressives, les plus gênantes. Oui. Vous avez votre liberté de parole depuis. Oui, depuis 3 ans. Je l'ai beaucoup depuis 2011, moment où j'ai quitté la magistrature. Je l'avais tout de même un petit peu avant, mais éventuellement, si parmi vous, il y en avait qui désiraient me poser des questions aimables, qui ne se gênent pas tout de même. Hein. J'accepte les 2 types de questions. Alors, ancien avocat général, donc magistrat honoraire. Voilà. Alors, quel est le rôle d'un avocat général? En quoi ça consiste? Est-ce qu'on a commencé véritablement, Hervé, le débat? Parce que là, je risque d'être un petit peu plus long. Alors, vous prenez le temps qu'il vous faut. Si la question vous ennuie, vous me dites ça ne m'intéresse pas d'y répondre. Non, elle ne m'ennuie pas. Non, alors, parce que j'ai l'habitude, alors par correction, de me lever. En réalité... Enfin, je vais me lever aussi. Hein. Non. Bah, écoutez, si... C'est déjà arrivé, non mais je peux pas décemment... on va faire l'interview debout, c'est très très bien. Au aussi. fond, le rôle d'un avocat général, c'est à la fois un titre et une fonction. Le titre, on est inscrit dans une hiérarchie judiciaire, et j'étais avocat général à Paris, mais en même temps... c'est le représentant de l'accusation à la cour d'assises et durant plus de 20 ans, à Paris, j'ai été avocat général aux assises donc. Et j'ai toujours considéré mon rôle, probablement des questions me seront posées à ce sujet, mais c'est un rôle très exaltant, enfin je l'ai vécu comme cela. Je n'ai pas de nostalgie, mais c'est sûr que ça... emplit une grande partie de ma vie professionnelle, et quand il s'agissait de me définir par rapport aux avocats qui, aux assises, ou bien défendent l'accusé, c'est un très beau rôle, ou bien défendent une famille qui a été dévastée, meurtrie, et c'est aussi un très beau rôle, l'avocat général défend l'intérêt social, mais je préférais dire, lorsque j'avais la chance de faire des rencontres comme celle de ce soir, que j'étais l'avocat de tous les citoyens. En quelque sorte, l'avocat général tente d'exprimer, face à une affaire, à partir de l'oralité des débats, ce que le peuple français, à travers lui, pourrait penser, et vous savez également que la grande particularité de la cour d'assises, et c'est une particularité que j'ai beaucoup aimée, c'est que c'est le peuple français qui juge les crimes et les accusés qui les ont commis. Pardon, j'ai été un peu long, Hervé, mais comme ça fait plus de 20 ans de ma vie professionnelle, j'ai eu la chance, et ça évitera peut-être des questions, comme magistrat, j'ai eu la chance de connaître 2 justices de luxe, au fond. Le droit de la presse, qui est du byzantinisme intellectuel, où on passait des heures sur un paragraphe de journal ou de mensuel ou de livre. C'était très passionnant, ça m'a rappelé, plutôt que du droit, ça m'a rappelé les études que j'avais faites pour réussir Normale Supérieure, et je ne l'ai pas réussi, pour être franc. Et à côté de cela, l'autre justice de luxe, et peut-être serez-vous étonné, c'est celle de la cour d'assises où, malgré la détresse, la misère, les tragédies, le fait de devoir persuader le peuple français durant plus de 20 ans, j'estime que pour l'homme que je suis, ça a été véritablement quelque chose d'inoubliable et profondément une justice de luxe. C'est-à-dire que j'ai pu, dans un cadre tout à fait singulier, tenter de donner de la justice criminelle, grâce à d'autres aussi, une image, mon Dieu, j'espère, pas trop dégradée. Voilà. Très bien. Je me rassois. Je sais pas. Mais vous m'aviez parlé de dîner d'abord. Alors,
Il va falloir bosser un petit peu avant, avant qu'on J'en suis ravi, mais... Alors, je sais pas, on reste assis, on reste debout. C'est comme vous voulez. Je pense qu'assis, c'est pas mal. Hein. Mais quand vous me poserez des questions, je me lèverai, objectivement, parce que d'abord, vous l'aurez noté, là, c'est le président de l'Institut de la Parole qui se permet de faire une incidente. Vous aurez remarqué à quel point, quand on est assis, on a un autre type de parole. Et fondamentalement, je préfère être debout pour avoir mon type de parole habituel. Et puis, bêtement, absurdement, je pense que pour vous honorer, il est nécessaire que je me lève et ça ne me gêne pas du tout. Voilà. Donc c'est pas à peine que j'essaye de plaider en ma faveur pour rester assis, non? Ah mais vous pouvez rester assis. Non, mais moi je suis le mouvement. Hein. Non, je suis payé pour ça. Enfin. Déjà, je vous ai obligé à mettre une cravate. Non, mais c'est... Voilà. Avant de revenir à votre parcours, brièvement, un petit peu de savoir comment on en arrive au poste qui a été le vôtre. J'ai une petite question technique comme ça, vous savez, on regarde tous les séries télévisées, il y a des avocats, des procureurs, on ne sait pas trop qui est quoi. Quelle est la différence? Alors j'ai noté plusieurs choses vous concernant. Alors on lit procureur, il y a des procureurs, il y a le ministère public, il y a l'avocat général. Est-ce que tout ça c'est la même chose? Non, en fait, j'ai toujours été frappé par le fait que le ministère de la Justice fait des campagnes d'information, mais qui me semblent complètement absurdes. Je veux dire par là qu'il y a très peu de choses à savoir sur l'univers judiciaire quand, heureusement, on n'a pas affaire à lui en tant que justiciable. Mais, au fond, il y a d'un côté le barreau, de l'autre la magistrature, ça n'a rien à voir, même si bien sûr les deux corps participent à l'élaboration de la justice, et dans la magistrature il y a deux grandes parties. Il y a les magistrats qui poursuivent au nom de la société. Alors vous avez les substituts, les procureurs généraux, et de l'autre côté, vous avez les magistrats qui jugent ceux du siège, qui sont, dit-on, complètement indépendants. Et donc le procureur, par rapport à l'avocat général, le procureur est le chef du parquet au niveau du tribunal de grande instance. Par exemple, il y a un procureur à Mulhouse, très clairement, il est le chef du parquet du tribunal. L'avocat général ou le procureur général, il se situe dans une hiérarchie supérieure, il est au niveau de la cour d'appel. Je suppose que pour Mulhouse, c'est quoi la cour d'appel? Pardon? Colmar, bien sûr, une très belle cour d'appel d'ailleurs. Et donc, c'est là, c'est une différence, si vous voulez, de nature, mais hiérarchique, mais l'action est un peu la même. C'est-à-dire que le procureur de Mulhouse a aussi la charge d'assurer l'action publique, d'aller à l'audience ou d'y envoyer ses substituts et ses procureurs adjoints, alors que l'avocat général, lui, en ce qui me concerne, j'ai fait ça durant plus de 20 ans aux assises. Mais la démarche intellectuelle est la même. Voilà. Alors je vais essayer de faire des questions longues pour vous permettre de... Non, mais faites absolument comme vous voulez. Alors, votre vocation. Alors, j'ai lu que que votre père a été condamné alors que vous étiez enfant. Après la Deuxième Guerre mondiale, a été condamné pour collaboration à 10 ans de réclusion. Et j'aimerais savoir, vous avez vécu ça comme une injustice. J'aimerais savoir si au fil de votre parcours, cette injustice finalement a fait de vous un avocat général. Alors, et si vous pouvez rappeler brièvement l'histoire de votre père. C'est un sujet extrêmement sensible et délicat pour moi, mais il est évident que dans la mesure où notamment mon frère Pierre l'avait abordé, celui qui avait dirigé Alstom et qui a eu ce geste inouï de rendre ces 4 millions d'euros, c'est avec plaisir que je réponds à cette question. Pendant longtemps, je n'ai pas suivi l'histoire familiale. J'étais le plus jeune de ma fratrie et bien sûr, j'avais des images de mon père
J'ai appris des choses sur lui, mais à partir de l'âge de 14 ans, pratiquement, je ne l'ai plus vu. Je ne l'ai plus vu et, bizarrement, durant des années, je n'ai pas pensé à lui en tant que père. Je veux dire par là que mes frères, ma sœur et moi-même avions pris le parti absolument sur le plan familial de ma mère, qui était une femme tout à fait extraordinaire, et mon père aussi sur un autre registre. Et au fond, je ne me souciais pas de mon père, il n'était pas dans ma tête. Et, je ne l'avais pas dans mon univers familier. Je pensais en revanche beaucoup à l'homme politique qui, de mon point de vue, avait été condamné injustement pour intelligence avec l'ennemi. À l'époque, je l'ai appris plus tard, on avait évoqué la peine de mort et puis ensuite on a évoqué un possible acquittement et comme vous l'avez dit, il a été condamné à 10 ans. Ce qui s'est passé au fil des années, et notamment grâce à l'influence bienfaisante de mon épouse qui est ici, c'est que j'ai réintégré en quelque sorte l'image paternelle dans ma propre vie. Et aujourd'hui, et depuis quelques années, je peux dire qu'on peut discuter mon point de vue. Au moins, je suis campé sur mes deux pieds familiaux. Je veux dire, d'un côté, j'ai le père, auquel je songe parfois, et que j'accepte encore une fois de côtoyer dans ma sensibilité, et j'ai l'homme politique qui a été condamné à 10 ans, dont j'ai un vague souvenir quand je suis allé plus jeune le voir dans une prison à Ermingen, et pour répondre, alors arriver directement à votre question, je ne crois pas qu'il y ait eu la moindre influence de cette vie sur mon choix de la magistrature, pour la raison suivante, c'est que à l'origine, je ne voulais pas du tout être magistrat. En réalité, je voulais écrire, je voulais être écrivain, j'avais des rêves très modestes, je ne voulais être que Marcel Proust ou Lampedusa, vous voyez. Et vous devinez bien à quel point le réel m'a démontré qu'évidemment, je n'étais ni l'un ni l'autre, et même pas Anna Gavalda ou qui que ce soit en dessous. Et donc, au fond, un jour, il fallait bien que j'aie un métier, et j'avais fait une licence de lettres classiques, mais je ne voulais pas être professeur, parce que je ne m'imaginais pas transmettre toute l'année la même chose à des étudiants. Je ne me sens vraiment à l'aise que lorsque je peux inventer ce que je dis. Et je ne me voyais pas répéter jour après jour la même matière, la même leçon, le même enseignement. Mais j'ai réussi la licence en droit et j'ose le dire par une sorte de miracle, parce que j'ai une bonne note en culture générale, j'ai eu une très mauvaise note en droit civil et figurez-vous, et je ne vous ferai pas vivre l'expérience, que ce qui m'a sauvé, c'est l'anglais. Ceux à qui je dis ça rigolent parce que je ne crois pas qu'il y ait un Français plus mal habile dans l'apprentissage des langues étrangères. J'ai réussi donc ce concours et c'est devenu quelque chose d'extraordinaire pour moi parce que la magistrature m'est apparue comme un métier superbe et on pourra en discuter. Je parle dans son principe, dans l'orgueil qui doit être en son centre. Ensuite, on pourra discuter éventuellement des dysfonctionnements et un métier non seulement superbe, mais qui est un métier d'ouverture. Je veux dire qu'il n'aurait pas été concevable pour moi de n'être qu'un magistrat coincé à son bureau et tous les jours sans ouverture, sans échappée intellectuelle, sans dialogue avec les citoyens que vous êtes ce soir. Il fallait absolument que j'aie à la fois la grandeur de la justice, tenter de la servir le mieux possible et en même temps, évidemment, les conférences, les livres, le blog, les rapports fondamentaux avec les citoyens. En ce sens-là, j'ai beaucoup souffert de sentir que l'institution judiciaire n'aime pas beaucoup dialoguer avec les citoyens qui ont le grand tort de se mêler de ce qui les regarde. Ça, c'est...
Et donc, voilà un petit peu comment ça s'est fait. Je suis devenu magistrat et à un moment donné, au bout de 40 ans, avec les 2 justices de luxe que j'évoquais tout à l'heure, au bout de 40 ans, j'ai eu d'abord, je considérais que j'avais fait mon temps judiciaire. En plus, une petite déception, il y avait les procès Colonna, vous le savez, il y avait 2 procès qui avaient épuisé 4 avocats généraux. À un moment donné, pour le dernier, il fallait bien peut-être à un moment donné donner mon nom, et j'ai appris que le procureur général de l'époque a dit « Ah non, Bilger, il est trop freelance », ce qui était une absurdité, parce que j'aurais peut-être dit autre chose, mais j'aurais abouti à la même conclusion. Donc j'ai quitté la magistrature en octobre 2011, et je ne suis pas devenu avocat, merci Hervé, et en fait, j'ai pu créer quelque chose à quoi je songeais depuis longtemps, un institut de la parole, et dont on pourra parler tout à l'heure plus en détail peut-être. Et à côté de cela, donc, je me suis constitué consultant judiciaire, c'est-à-dire que je ne fais rien de juridique. Je me contente, quand on me le demande, d'émettre un avis sur les dossiers qu'on me transmet, et éventuellement je peux donner des conseils de comportement aux gens qui vont devant le tribunal correctionnel ou devant la cour d'assises. Et ça, c'est la part strictement professionnelle de ma vie. Et à côté de cela, il y a l'immense espace, quantitativement parlant, du médiatico-public, si vous voulez, entre le blog, les articles, les livres, les conférences, les réactions, les partis pris qui représentent à peu de choses près 90% de ma vie d'aujourd'hui, mais qui, bien sûr, peut flatter le narcissisme parfois, même s'il est offensé d'autres fois. Lorsqu'on aime la liberté d'expression, on en prend pas mal en retour, c'est très clair. Mais, et vous voyez, la vie se déroule comme ça, et j'ose dire que, autant qu'on peut le dire, lorsqu'on est un homme ou une femme, et que, heureusement, sa vie n'est pas totalement terminée, et ça n'est pas le moment de faire le bilan, je peux dire que j'éprouve un bonheur singulier, intense, sur tous les registres de ma vie, et y compris conjugal. Voilà. Alors on peut retrouver ce... Pardon, excuse-moi. Et non, parce que c'est très vrai, je ne voulais pas donner l'impression de fuir. Autant mon histoire personnelle n'a pas été la cause de mon arrivée dans la magistrature, même après on se rend compte tout de même, et vous avez dû le vivre sans doute dans vos métiers, qu'on croit choisir par hasard un destin professionnel, mais en réalité on ne le choisit jamais par hasard. Je me suis rendu compte que j'ai beaucoup aimé le climat de la magistrature dans son principe, dans sa beauté, c'est-à-dire au fond tenter d'être, comme disait très bien Simenon, un raccommodeur des destinées humaines, c'est-à-dire tenter de mettre de l'ordre dans le chaos, tenter de faire coexister la nuit et le jour pour aboutir à la vérité la plus équitable, la plus sincère possible. Et durant plus de 20 ans, j'ai une attitude d'avocat général qui n'a jamais été fondée sur des tactiques, sur des techniques, mais simplement c'était mon tempérament dans sa globalité qui avait besoin de s'exprimer comme ça. Et à la fin, je me suis rendu compte que si j'ai évidemment été amené à être très sévère dans un certain nombre d'affaires criminelles graves, j'ai compris tout de même que c'était inscrit dans ma tête le profil de mon père condamné, et qu'au fond, ça expliquait pourquoi, tout en étant parfois sévère, voire implacable dans certaines affaires gravissimes, je n'avais jamais de ma vie
dans mon discours, dans mes questions, dans mes attitudes en cour d'assises, mépriser ou traiter avec sarcasme inutile un accusé. Autrement dit, et j'ai fini, je pouvais être à la fois légitimement sévère et en même temps, il y avait toujours dans le regard que je portais sur ces gens-là, et bien sûr encore plus sur les victimes dévastées ou les familles complètement effondrées, quelque chose qui les renvoyait au statut de réprouvé. On peut considérer que quelqu'un est réprouvé tout en sachant qu'il a commis le pire, au fond. Et vous voyez, c'était pour, en effet, dire que à la longue, à la réflexion, j'ai compris peut-être que je pouvais accepter cette influence de ma vie personnelle lorsqu'elle est arrivée à la lumière et qui expliquait beaucoup de ma démarche aux assises et beaucoup de ma démarche tout court. Je n'ai pas le sentiment, durant plus de 20 ans, d'avoir été un être judiciaire et un être personnel. Le problème, ou peut-être la force, ou peut-être la solution, c'est que je suis toujours le même. Et vous le verrez peut-être, ou vous me le ferez vivre à mes dépens, peut-être tout à l'heure. Alors, j'encourage les gens qui vous écoutent et qui boivent vos paroles à aller sur votre blog, notamment, où on retrouve votre verbe et votre verve écrite, hein, vous qui avez voulu être écrivain, et un blog qui n'est pas forcément un blog sérieux. Vous abordez tous les sujets de société, on y reviendra un peu plus tard, et vous ne manquez pas d'humour. Hein. J'essaye. C'est pas forcément austère un avocat. C'est pas ce qu'on me dit toujours, hein, mais enfin... Ça vient pas de vous. D'accord. J'aimerais qu'on parle de votre livre « Contre la justice laxiste ». C'est un livre où vous parlez beaucoup de la garde des Sceaux actuelle, Madame Taubira, que vous n'aimez pas du tout. Hein, vous le dites clairement, c'est pas la peine on peut le dire. De tourner autour du pot. Peut-être à la limite, vous pourriez brosser un portrait rapide de cette dame. Et j'aimerais, alors, on va pas pouvoir parler du livre entièrement parce qu'il y a tellement de sujets à aborder, mais j'aimerais que vous parliez de ce que vous dénoncez dans le livre, c'est-à-dire le manque de considération pour les victimes, dû à la politique de la gauche actuelle. Oui. Alors, Christiane Taubira, j'en ai beaucoup parlé. Le livre auquel vous faites référence a été publié en avril 2014. Autrement dit, depuis avril 2014, bien sûr, en permanence, dans les radios, à la télévision, j'étais chargé de venir dire tout le mal que je pensais de Christiane Taubira, et à la longue, puis-je vous dire que ça m'a lassé. J'étais même tenté d'en dire du bien pour moi-même. Et d'ailleurs, et c'est pour cela que je suis un peu gêné maintenant, c'est que voilà une femme qui est douée de beaucoup de talents, notamment sur le plan de l'oralité, même si, de mon point de vue, la parole, l'éloquence n'ont pas besoin de citer un poète dans chaque phrase, c'est pas absolument nécessaire. Et en même temps, elle est évidemment intelligente, elle est évidemment consciente de sa valeur, et j'en attendais beaucoup parce qu'en réalité, nous avions connu au moins 2 gardes des Sceaux sur 3, disons-le tout net, très médiocres. Et on n'avait pas de raison de penser que, au fond, Christiane Taubira ne serait pas à la hauteur de l'honneur qui lui était fait. Même si, bien sûr, le choix d'elle comme garde des Sceaux a été fait par opportunisme politique et qu'en réalité, on aurait, vous savez, à droite ou à gauche, la règle est assez généralement respectée. Dans les camps politiques, il y a des hommes ou des femmes qui sont compétents pour occuper les postes et en général, c'est plutôt un handicap au moment de la composition du gouvernement. Lorsque Nicolas Sarkozy a été président de la République, quelqu'un aurait fait un très bon garde des Sceaux, Patrick Devedjian, et il était tout à fait normal qu'on désignât Rachida Dati, qui était faite pour être garde des Sceaux,
comme moi pour être quelqu'un de calme et de mesuré. Et de l'autre côté, on a eu François Hollande qui avait sous la main, sous l'esprit, un garde des Sceaux qui aurait été sans doute excellent, très équilibré et accepté par beaucoup. C'est André Valigny qui a connu beaucoup de déceptions et qui maintenant s'occupe de cette chose passionnante qu'est la réforme territoriale et qui probablement, moi je le crois, mais peut-être que j'espère me tromper, je ne crois pas qu'il fera jamais garde des Sceaux. Donc vous voyez, Christiane Taubira, je n'avais aucune raison d'être péjoratif à son encontre. Et puis très rapidement, j'ai compris qu'il y avait un grave problème chez elle, deux graves problèmes. C'est qu'elle a été très admirée, elle continue à l'être, par une infinité de femmes, de gauche ou de droite. Au fond, la femme Taubira est assez admirée, estimée, parce que le sexe féminin retrouve chez elle des qualités de courage, pense-t-on, d'oralité, de puissance, de dynamisme, de liberté. Mais le problème, c'est que moi, je me suis contenté d'analyser, dans ce livre en tout cas, la garde des Sceaux. Et la garde des Sceaux, personne n'en a jamais parlé, on continuait en permanence à dire « elle est remarquable ». Et quand je demandais pourquoi, on me répondait « la femme Taubira est remarquable ». Moi, je répliquais « c'est le garde des Sceaux qui m'intéresse ». Et un jour, pour vous brosser une anecdote, je me retrouve chez Morandini à Europe 1 dans une émission d'une demi-heure où je suis en face de la directrice de Elle, Valérie Toragnan, qui est, on en a parlé ces derniers jours parce que Valérie Trierweiler n'avait rien trouvé de mieux que de la proposer comme ministre de la Culture. Vous verrez le genre. Alors je discute avec elle et elle venait de désigner femme de l'année en 2013, Christiane Taubira. Alors j'ai dit, mais au fond, vous la désignez femme de l'année en quelle qualité ? Alors elle m'a dit, mais c'est une femme extraordinaire. Je lui ai dit, mais garde des Sceaux, vous savez ce que c'est, vous, vos lectrices et vous-même, est-ce que vous avez des compétences un peu judiciaires ? Alors là, elle s'est irritée en disant, comment vous méprisez mon lectorat et moi-même. Je dis, pas du tout. Je constate simplement qu'elle a été élue femme de l'année, absolument pas sur le bilan de la ministre, mais sur l'aura de la femme, si on trouve qu'elle en a. Alors, pour aller vite et continuer après sur les questions que vous poserez, deux problèmes graves durant son premier mandat. C'est elle avait un don remarquable pour la parole, mais bizarrement, cette qualité-là chez elle, unique dans la classe politique où la médiocrité orale est affligeante, c'est-à-dire que plus personne ne sait véritablement développer avec liberté et spontanéité un sujet. Et elle a cru qu'il suffisait d'un don pour la parole pour qu'une politique s'en dégage automatiquement. Il faut être juste, elle avait été couverte d'encens à la suite du mariage pour tous, où même la droite s'était mise à l'applaudir en disant « quel courage, elle tient le jour, la nuit ». Et ça, probablement, ça a accentué la conscience déjà vive qu'elle a d'elle-même, si vous voulez. Et à partir de là, elle a considéré que la parole suffisait, les annonces suffisaient, les engagements suffisaient, et c'est l'écueil fondamental. Je parle de son premier mandat. Le deuxième problème qu'elle a connu, c'est que dans la mesure où c'est une personne qui ne s'intéresse pas trop aux détails, ni à la quotidienneté judiciaire, et Dieu sait que l'univers judiciaire appelle des réformes concrètes, modestes, empiriques. Ça n'est pas quelque chose qui peut plaire à un ministre qui rêve du grandiose. Objectivement, il y aurait eu tant à faire sur le plan judiciaire, dans les prisons,
dans les juridictions, dans une forme de philosophie à la fois humaniste et vigoureuse, mais tout cela, ça n'intéressait pas Christiane Taubira, qui se vivait moins que comme ministre que comme intellectuelle. Et donc, elle a abandonné la dimension temporelle du présent, parce que le présent, c'est ce qui est nécessaire pour un ministre qui a une vision claire de ce qu'il doit accomplir et qui ne cherche pas à donner son nom de manière éclaboussante dans l'histoire. Christiane Taubira, alors elle s'est projetée, si j'ose dire, vers l'avenir, mais vers un avenir tellement farfelu, il y a 21e siècle, qu'il ne pouvait avoir aucune incidence sur la justice au quotidien. Et puis, bien sûr, elle déteste le passé sarkozyste, même si elle a mis du temps à supprimer certaines des dispositions de celui-ci, et notamment une très bonne disposition. Malheureusement, elle a été, au bout d'un certain temps, abolie. Ce sont les peines planchées. Donc, vous voyez, à partir de là, à partir d'avril 2014, il y a eu un certain nombre, je considère, de scandales politiques, parce que un garde des Sceaux qui a échoué, et à la fin de son premier mandat, je n'étais plus tout seul à dire qu'elle avait échoué. Gauche, droite, avocats, magistrats, citoyens commençaient à le comprendre. Il n'y avait qu'une personne qui ne voulait pas admettre qu'elle avait échoué, alors que profondément il le savait, c'est le président de la République. Parce qu'en fait, il en avait besoin, il l'a dit encore il y a quelque temps, j'ai besoin d'un marqueur de gauche, j'ai besoin d'une icône pour que, au moins, mes frondeurs soient contents avec quelqu'un. Mais il y a une ambiguïté et une mauvaise foi de la part du président de la République, si vous me le permettez. Et je reste dans le sujet de Christiane Taubira. C'est qu'à la fois, il s'affiche social-démocrate dans les domaines de l'économie, de la finance, des comptes publics, et là, il rêve d'un socialisme du possible, pragmatique, empirique, et puis, dans le domaine qui concerne au premier chef tous les Français, la sécurité et la justice, là, on peut leur donner une icône qui a une conception complètement farfelue de la justice, des attentes citoyennes, et au fond, je trouve ça presque cynique. L'idée qu'il joue sur deux gauches, l'une pragmatique qui est bonne pour les grands sujets, et l'autre complètement illusionniste qui est bonne pour le peuple français. Et ça m'a beaucoup gêné, et Christiane Taubira, vous l'avez vu, elle survit à tout. Moins elle dit qu'elle veut rester au gouvernement, plus elle est maintenue comme garde des Sceaux. Un jour, elle dit qu'elle adhère complètement à la ligne du gouvernement. Elle le dit les yeux dans les yeux à Manuel Valls, et le lendemain, elle va soutenir les frondeurs. Donc, elle est intouchable, c'est une icône très particulière qui circule à bicyclette avec deux gardes du corps derrière elle.